sur le sujet des relations en 2023, c'est quoi selon toi les plus grandes problématiques rencontrées par les femmes et aussi du coup du côté des hommes? Est-ce que c'est l'engagement, la clarté, la peur du rejet, la déconnexion à nos énergies? Je sais pas parce que c'est des choses dont tu parles. Est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui reviennent souvent, des frustrations qui reviennent souvent du côté des femmes ou du côté des hommes? Alors le truc c'est que maintenant je suis en contact avec tellement de personnes que j'ai un peu tout en fait. Il y a toujours une personne qui a tel versant du problème, donc Ouais. il y a un peu tout qui va pas globalement. Mais ce qui a l'air de ressortir le plus aujourd'hui, c'est l'engagement des hommes globalement. Ok. Donc ils s'arrêtent à peu près quand ils ont une relation qui fonctionne bien, notamment sur le plan sexuel, et suffisamment pour eux sur le plan émotionnel. Et souvent c'est les femmes qui finissent par demander plus en fait, tout simplement. De ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, pour les femmes, du point de vue des hommes, on va avoir beaucoup d'énergie très maternante. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui prennent tout en main et qui ne laissent pas le choix. Donc vraiment, c'est... voilà, j'ai oublié mes clés, et elle va s'organiser pour que plus jamais j'oublie mes clés, et elle va tout faire pour moi. Et sur le papier, ça a l'air pas mal, mais en fait, ça m'infantilise de l'autre côté. Et puis finalement, moi, j'ai pas envie de rentrer en conflit avec ce truc-là. Donc je vais la laisser faire parce qu'au moins comme ça, voilà, et il y a une espèce de déconnexion qui commence à se créer à ce niveau-là en fait. C'est, la résolution des conflits, c'est aussi quelque chose qui est compliqué parce qu'on essaie d'éviter les conflits le plus possible. On n'aime pas ça, que ce soit du côté homme comme côté femme, hein, vraiment, on n'imagine pas la relation amoureuse comme génératrice de conflits, pas du tout. Alors qu'on sait d'ailleurs, même scientifiquement aujourd'hui, qu'il faut un certain nombre de conflits dans un couple pour que ça fonctionne. Un couple sans conflit, en fait, c'est un couple qui met les choses sous le tapis en permanence. Donc ça finira par péter quand même. Il faut un certain nombre d'interactions entre guillemets négatives par rapport à un certain nombre d'interactions positives pour que le couple soit correct. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a observation de ce qui se passe chez l'autre, des deux côtés, et qu'on finit par mettre les choses sur la table et qu'on progresse. Et ça donne un sentiment qu'on avance et qu'on n'est pas constamment en train de stagner sur les problèmes d'avant et que ça dure des années. Parce que j'ai ça beaucoup dans mes commentaires. Dans les messages qu'on m'envoie, c'est ça fait 3 ans, ça fait 6 ans, ça fait 9 ans. C'est très très long. C'est énorme. C'est extrêmement long de rester dans une situation comme ça pendant 9 ans, quoi. Donc un des problèmes du féminin, du féminin blessé, c'est qu'il a tendance à rester beaucoup trop longtemps là où il est. Il va mariner. À tolérer des choses qui ne devraient pas être tolérables. Exactement, pour éviter absolument le conflit et d'éviter d'être tout seul et d'éviter de faire face à soi-même. Ou d'éviter d'être abandonné. Par exemple, éviter d'être abandonné. C'est toutes les blessures qu'on peut imaginer qui proviennent notamment de l'enfance. Là vont s'exprimer et globalement les schémas féminins, voilà, ça va être peur de l'abandon ou alors ça va être carrément de prendre tous les devants pour être sûr de tout organiser, pour comme ça on est sûr, ça se fait, personne peut nous trahir parce que c'est nous qui avons tout fait. Comme ça au moins on est clair. Mais ça marche pas non plus parce que l'homme de l'autre côté, en fait, il n'a pas sa place. Il est là pour ramener 50% du salaire, avoir du sexe et puis un peu de câlin et puis des trucs comme ça. Mais dès qu'il essaie de faire un truc, ça repasse derrière et puis il se sent pas propulsé, il se sent pas attendu, il se sent pas demandé non plus. Ouais. Ça c'est aussi des choses qui posent problème du côté des femmes. Après, mais dès le départ, t'as aussi beaucoup d'hommes qui font rien pour le prendre, ce truc-là. Oui, puisqu'ils ont l'habitude d'être maternés. Donc ils ont grandi dans un système de maternage. Oui. Là, du coup, on en arrive à toute cette énorme période où on a des mères très fortes qui prennent beaucoup d'espace et des pères qui prennent pas beaucoup d'espace. Comme par exemple, ça a été mon cas et comme c'est le cas de beaucoup de mes amis. Côté homme, tu parles. Oui, côté homme. C'est ça. Et du coup, ce que ça crée, c'est qu'on a l'habitude d'avoir une présence féminine qui nous gère, qui s'occupe de nous, qui prépare des trucs pour nous, il n'y a pas eu de transfert de responsabilité. Et il n'y a pas eu non plus l'homme de l'autre côté, donc la partie normalement masculine du couple parental, qui tient un certain espace et qui transmet les choses correctes de l'autre côté. Et vu que ça n'a pas été transmis, du coup, on s'attend, dans notre normalité de relation, à ce qu'il y ait toujours une présence un peu maternante qui soit là et qui s'occupe de nous. Et puis tu sais, en fait, finalement, chez les femmes, tu dois retrouver la même chose parce qu'une fille qui a grandi avec une mère hyper maternante vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis du frère, elle a eu cet exemple-là aussi. Mmh. C'est ça. Et du coup, il va y avoir une perpétuation de ce schéma. Perpétuation ou alors opposition. Ou alors opposition. Oui, on a les deux côtés.
Et c'est d'ailleurs pareil pour les hommes. Hein. Il y a soit les hommes qui vont faire exactement comme était leur père, soit ils vont faire complètement l'inverse. Et être plus dans la domination. Et là, tomber dans la domination et non pas la dominance, qui sont deux choses très différentes. Oui, et puis finalement, c'est pas équilibré non plus, parce qu'un homme dominant, c'est pas non plus l'équilibre à avoir, parce que là, on parle de... Il faut pas se laisser materner, etc., il faut prendre des devants, mais en fait, il y a un équilibre... Enfin, c'est pas un équilibre, mais il y a aussi une juste mesure. Parce que c'est important, enfin, je pense, de mon point de vue, qu'une femme arrive aussi à prendre des décisions, à prendre la... Comment dire ? Dans un couple, ça veut pas dire que ça doit être l'homme qui doit prendre toutes les décisions et diriger les choses, quoi. Alors, en polarité, l'énergie masculine s'occupe de la décision. Ouais. Et là, je parle d'énergie masculine. Je dis pas les hommes. Oui. Je dis pas non plus les femmes, puisque tout le monde a les deux énergies à l'intérieur. Ce que ça veut dire, c'est que... En fait, il faut qu'on redéfinisse un tout petit peu ce que veut dire prendre la décision. Ça veut pas dire qu'on décide à la place de la personne. Ça veut dire qu'on décide pour tout le monde en ayant pris toutes les informations de tout le monde. C'est ça, être un vrai leader. Si tu décides à la place de la personne sans lui avoir demandé son avis ou sans avoir eu consentement préalable de quoi que ce soit, tu es un tyran. Tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un meneur. Donc, normalement, on va dire un chef de famille est supposé interroger toute la famille avant de prendre une décision. En tout cas, autant que faire se peut. Évidemment qu'on ne va pas forcément demander l'avis à des enfants en très bas âge pour savoir ce qu'il faut se passer. Évidemment, mais un couple fonctionne toujours les deux en même temps. Mais on pourrait avoir l'impression, quand on dit ça, que du coup, la femme, elle fait quoi là-dedans ? Genre, elle est passive, elle laisse l'homme faire ? Bah non, pas du tout. Le féminin a trait à tout le monde de l'invisible. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être un petit peu immatériel, tout ce qui va être créatif, tout ce qui va être intuitif. Donc, il y a énormément d'informations qui sont reçues par les femmes et qui peuvent être ensuite retransmises à l'homme, parce que nous, on l'est beaucoup moins. On est instinctif, mais on est moins intuitif. Et on a besoin de ces informations-là. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des comportements, ça peut être des périodes. Voilà, il faut rester attentif, en fait, quand on est un leader. Et là, je parle pour tout le monde. Hein, vraiment, c'est si on veut diriger quoi que ce soit, il faut rester attentif. On ne peut pas forcer les gens à faire quoi que ce soit. Donc du coup, c'est l'énergie masculine qui fait ça, parce que l'énergie masculine est une énergie directrice, tout simplement. C'est que elle se sent le mieux et dans cette énergie-là, puisque c'est son essence, alors que l'énergie féminine n'est pas directrice par nature. C'est plutôt, si on voudrait l'imaginer, si on voudrait la visualiser un petit peu, on peut voir ça un peu comme une boule d'énergie. C'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas une pierre, c'est pas un caillou, quoi. C'est vraiment une boule d'énergie qui fluctue. Et on peut jamais prévoir, genre comme des flammes par exemple. Les flammes, on ne peut pas prévoir la direction des flammes. Même avec les machines qu'on a aujourd'hui ou quoi que ce soit, on ne peut pas, c'est pas possible. Et bien là, c'est la même chose. Donc il se passe des choses, il y a des messages, il y a des périodes, il y a toute votre transition à travers du cycle lunaire par exemple qui se passe. Vous avez 4 périodes distinctes et il se passe des choses très différentes quand on se met à écouter, et quand on se met à vraiment faire attention à ce qui se passe. Et en fait, en tant qu'homme, quand on est au diapason de sa femme, on reçoit énormément de messages. Et on écoute énormément. Et ensuite, on prend des décisions. L'intérêt de remettre ça aussi sur l'homme, c'est que parfois, pour les femmes, il y a des espaces dans lesquels c'est très difficile de prendre des décisions. Il y a trop de choix, on ne sait pas, on n'est jamais sûr. C'est trop fluctuant, ça bouge tout le temps. À un instant A, on veut quelque chose, et à l'instant B, on veut quelque chose de totalement différent. C'est très difficile. Avoir quelqu'un qui est beaucoup moins sujet à cette fluctuation-là, qui est capable d'écouter tout ça, en qui on a confiance, et qui peut ensuite nous emmener dans une direction en disant bon, ça je pense que ça va être bien pour nous, et pouvoir se reposer là-dessus quand on se sent un petit peu instable, ben, ça aussi c'est bien. Le truc c'est que si ça n'a pas été établi comme ça du tout, à un moment donné l'homme il va se retrouver en mode bon, est-ce que c'est le moment où je décide, c'est le moment où je décide pas, j'ai des infos mais je sais pas si j'ai le droit de les utiliser, pas de les utiliser, et elle est dans un état où elle a pas l'air d'être sûre particulièrement de ce qu'elle veut, quoi. L'exemple typique c'est la fameuse discussion du on va manger où. Donc où est-ce que tu veux manger ? Bah non, moi je sais pas, vas-y choisis. Ah mais non, je vais pas choisir pour toi, donc vas-y choisis. Et là on finit avec un truc où personne va nulle part. Donc là c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut dire bon, je sais que t'adores les sushis, et je te propose sushi ou je sais pas, italien. Est-ce que ça te plaît ? Non en fait non, sushi non c'est pas trop un truc. Par contre italien, pourquoi pas, une bonne pizza là ça me ferait du bien. Et bah tu sais quoi, je connais un très bon italien, vas-y je t'emmène, et puis on y va. Et la discussion elle est réglée. Ouais mais tu tombes aussi sur des femmes qui vont avoir eu l'habitude de tout décider, qui vont avoir eu l'habitude de tout gérer, de prendre des décisions parce qu'elles n'ont pas eu le choix, parce que X, Y, Z, parce qu'elles ont eu cette éducation-là ou qu'elles ont fonctionné comme ça.
Donc option 1, elles vont tomber sur des hommes qui se laissent décider, entre guillemets, parce qu'ils ont appris comme ça, ils ont été maternés, machin truc. Tu perpétues du coup un mécanisme. Soit, je sais pas, soit tu tombes sur l'opposé. Soit tu vas avoir des clashs. Et tu vas avoir des clashs. Voilà, c'est, des gens pas je vais aller à d'accord. gauche, mais non, moi je vais aller à droite. Et du coup, ça se frite. Ouais. Donc là, on est le masculin versus le masculin, ça se frite. C'est ça le problème. Donc dans une relation, et ça je crois que je l'avais écrit dans un de mes posts, on pourra le retrouver éventuellement, mais quand on est dans une relation, l'idée c'est de se séparer les tâches en fait, tout simplement. Et de manière un petit peu logique, j'ai envie de dire, on va le séparer par essence. Donc une personne qui sera beaucoup plus masculine de base, on va essayer, enfin qui se sentira bien dans son énergie masculine, on va lui laisser ces choses-là, et puis la personne qui se sent bien dans l'énergie féminine, on va lui laisser ces choses-là aussi. Donc chacun va dans son énergie prédominante, parce que c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, moi je suis polarisé au masculin, c'est-à-dire que j'ai plus de masculin que de féminin. Je peux très bien aller dans mon féminin, il n'y a pas de problème, j'ai une part féminine qui est très développée, j'ai pas de souci. Et je peux y rester un certain temps. Par contre, je vais finir par dépérir si on me laisse pas retourner dans mon énergie directrice à un moment donné. Et ça s'exprime aussi dans les couples, ça s'exprime dans les relations, ça s'exprime même dans les amitiés ou dans les choses comme ça, quoi. Il y a un moment donné où j'ai besoin d'impulser des choses de moi-même et de pas toujours être juste à ne pas savoir où je vais, etc. Et voilà, c'est comme ça. Je me sens mieux dans cette énergie-là. Donc maintenant que j'ai retrouvé cette énergie-là, puisque ça n'a pas été le cas avant, quand j'étais très timide, par exemple, j'étais très indécis, donc du coup je tombais justement sur des femmes qui prenaient naturellement cet ascendant-là, mais elles-mêmes n'étaient pas à l'aise là-dedans en fait. Elles n'avaient pas envie d'être constamment en train de diriger en réalité. Et c'est ça que j'entends énormément aussi, hein, je veux dire, c'est pas une surprise du tout. C'est des femmes qui me disent, bah oui, je dirige beaucoup, mais j'ai un homme mou de l'autre côté, quoi. Il décide rien, donc je décide beaucoup, mais j'aimerais bien qu'il décide beaucoup aussi. Mais en fait, on s'y retrouve pas là-dedans, parce que il faut qu'une personne prenne plus une tâche que l'autre. C'est très très difficile de faire du 50%. On peut pas constamment se poser autour de la table et faire attends, est-ce que j'ai été assez 50% aujourd'hui dans la journée, quoi, et demain du coup attends, il faut compenser, il faut pas compenser, c'est pas possible. Ouais, mais ça ce que tu dis, c'est valable quand il y a une vie de couple, de vie en commun, enfin je veux dire où tu vis avec la personne, enfin c'est plus, on va dire, ça se matérialise plus parce que là on parle sur le plan théorique, mais concrètement ça va se manifester par est-ce que tu es allé chercher les enfants, bah j'y suis allée hier, est-ce que tu as fait le ménage, est-ce que tu as vidé le lave-vaisselle, est-ce que machin, mais tant que t'as pas cette vie commune, ça reste de l'ordre du loisir, les tâches ou de la prise de décision de qui en prend en charge, je sais pas, la soirée de tel jour. Oui, voilà, ça peut même être l'organisation de ce genre de choses. Et évidemment que on n'est pas en train de dire que la femme ne doit jamais décider si elle veut être dans son énergie, c'est pas ça. Puisque en tant qu'humain, on a les deux, donc ça veut dire que on est capable de verser dans les deux, et même on devrait verser dans les deux, histoire d'avoir un équilibre personnel. Une bonne relation fonctionne avec une autonomie des deux personnes. Et en fait, une fois qu'on est dans l'autonomie et qu'on se met ensemble, on décide de laisser une part à l'autre. Et nous, on prend une part sur nos épaules. C'est plus comme ça que ça se fait. Mais dans d'autres situations, oui, on peut faire différemment. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Le but d'une relation, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est plaisant. Sauf que comme on a une essence au fond de nous, ce qui est plaisant finit toujours par se révéler sur le long terme. Donc une femme peut décider, évidemment, mais sur le long terme, elle va avoir envie de moins décider. Et elle va avoir envie que son homme prenne plus de décisions et impulse plus des choses. Et le quotidien se réfléchit différemment du long terme. Oui. Donc on peut avoir des choses sur le quotidien, mais il faut aussi parler du long terme. Voilà. Donc naturellement, par exemple, aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un qui va me laisser cette part de décision parce que je suis extrêmement à l'aise avec, et surtout que je vais prouver que je prends des bonnes décisions, que j'écoute beaucoup, que je prends la personne en compte, et que les décisions sont même parfois plus réfléchies que ce que la personne en face s'imaginerait. Il y a des choses, on m'a déjà dit par exemple, c'est fou, tu me connais plus que j'ai l'impression de me connaître. Parce que j'ai juste énormément écouté en fait. Donc du coup, dans cette disposition-là, elle n'a pas de problème à me laisser prendre les décisions. Voire même, elle a envie de me laisser prendre les décisions parce qu'elle a envie de voir qu'est-ce que je vais lui faire comme surprise, qu'est-ce que je vais organiser pour elle, etc. Des choses qu'elle n'est pas capable. Par contre, quand j'ai pas les informations, je vais pas les inventer. Je vais aller la voir et je vais lui dire, ok, là-dessus, je peux te proposer ça, ça, ça. Ou dis-moi plus sur ça, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, parce que là, j'ai pas les infos. Je peux pas prendre une décision pour nous. Mais tu vois, ça, ce côté-là d'énergie masculine qui prend en considération les besoins des autres et qui les écoute et qui prend des décisions, je me retrouve beaucoup dans cette énergie-là, mais finalement avec mes amitiés aussi. Enfin, je pars du principe que ça fait partie aussi de la beauté d'une amitié, c'est aussi de prendre les devants,
entre guillemets parfois, et de faire plaisir en proposant quelque chose à l'autre dont on sait que ça va le toucher, ou lui offrir quelque chose dont on sait que ça va être vraiment bien choisi parce que ça va lui faire plaisir. Et en fait, finalement, c'est des valeurs ou en tout cas des rapports à la relation d'une manière générale, en fait. La relation, que ça soit amicale ou amoureuse ou autre relation humaine, en fait, tout simplement, c'est de l'écoute de l'autre et de l'empathie et du soin, enfin du care, parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans cette démarche, ça fait plaisir aussi à celui qui prend la décision, entre guillemets. Donc ça voudrait dire que les gens qui ne l'appliquent pas dans les relations, ou qui ne le savent pas le faire ou qui ne l'ont jamais fait, est-ce qu'ils reproduisent est-ce que c'est finalement quelque chose qui se retrouve aussi dans leurs amitiés ? Souvent, oui. Ouais. C'est une des choses que j'entends le plus et que j'ai même observé moi-même, puisque pendant un long moment je le faisais aussi, c'est que plus personne n'organise rien. Il y a plein d'occasions comme ça où juste il se passe rien, les gens ne se contactent pas vraiment, ils peuvent discuter de tout et de rien, mais quand il s'agit d'organiser quelque chose, tout le monde attend que les autres le fassent, parce que comme ça on se sent bien d'avoir été invité. On adore être invité. Mais tu sais aussi, pour les gens qui prennent souvent les décisions et qui aimeraient que les autres les prennent, il y a cette déception anticipée de savoir que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Exactement. Et on finit par automatiser ce truc de toute façon, je prévois, j'organise, je réserve, je regarde ce qui se passe pour proposer à X personnes, pour déjà envoyer les liens des machins et tout. Bon bref, là mes amis qui m'écoutent connaîtront. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, de toute façon, si je fais rien, il se passera rien et je vais pas profiter. Moi, j'ai envie de profiter. Donc, qui veulent suivent, et puis au moins, je suis sûre de moi m'assurer de profiter, tu vois. C'est pour ça que pour les amitiés, on va varier beaucoup plus dans la polarité avec les amitiés qu'on va le faire dans le couple, en fait. Puisque sur le long terme, si tu es constamment en train d'organiser pour ton homme... au bout d'un moment, c'est chiant. Ouais, non, exactement. Alors que pour les amitiés, on fait bon. Il est super sur tout ça, ou il ou elle d'ailleurs, ils sont super sur tout ça, mais bon, je sais qu'ils sont nuls en organisation, donc si je veux qu'on parte en voyage ou qu'on fasse un truc entre potes, ça va durer qu'une semaine et ensuite on va retourner chacun chez soi. Voilà, là je peux prendre le truc en main, parce que je sais que personne ne le fera aussi bien que moi, bon, pourquoi pas. Dans un couple, sur le long terme, on c'est tellement énergivore, en fait, tu te vides et t'as l'impression de donner, et puis en fait en retour, la moindre miette te rend heureux, parce que t'as tellement... Enfin, bref, on entre dans des trucs vraiment pas sains. Mais de tout ça, genre, par exemple, typiquement sur l'engagement, qui est un des problèmes que rencontrent les femmes chez les hommes, mais probablement aussi les hommes chez les femmes, je pense, vraiment. Du peu que j'ai pu discuter avec certains hommes sur ce truc-là, ils me disaient, en fait, je croise des filles, dès que tu parles de où est-ce qu'on va, oh là là, oh putain. Il y a vraiment ce flippage, tu vois. Et est-ce que tu as pu dégager des causes de ces problématiques ou des enjeux qui se cachent dessous parce qu'en fait, il y a vraiment des tonnes de contenus qui parlent de ces sujets-là, majoritairement faits par des femmes, avec du coup des visions de femmes principalement. Toi, en tant qu'homme qui a sûrement cheminé et vu pas mal de choses, est-ce que tu as pu dégager des causes de ces peurs-là ? De cette peur-là en particulier. Je trouve qu'il y a une phrase qui résume bien la situation et qui est « Les femmes contrôlent l'accès au sexe, les hommes contrôlent l'accès à la relation. » Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si une femme refuse, alors outre toute agression, etc., évidemment, les hommes désirent du sexe, les femmes autorisent et laissent entrer. Mais les femmes désirent une relation. Et ça, les hommes aussi décident de s'engager ou pas. Et c'est exactement la situation qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a énormément de femmes qui, dès le premier rendez-vous, parce qu'il y a une alchimie, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'on a désacralisé la relation sexuelle, donnent accès à tout ça. Donc l'homme a, entre guillemets, ce qu'il veut. Alors, il ne veut pas que ça, évidemment, mais nous, du fait de notre énergie masculine, on est beaucoup plus indépendant, on va dire. On a moins ce besoin viscéral de relationnel. On peut vraiment partir tout seul pendant très longtemps, c'est pas un problème. Le fameux l'homme et sa cave, voilà, l'homme qui va dans sa cave. Et c'est quelque chose qui a trait à l'énergie masculine en fait. Donc nous, on n'a pas besoin d'être autant nourri par la relation que vous pour être bien à ce niveau-là. C'est sûr ça ? Oui. Ok. On a moins ce désir-là. Évidemment que quand on a goûté, un petit peu comme moi par exemple, quand on a goûté à des relations qui nous emmènent vers le haut plus loin qu'on ne pourrait le faire soi-même, évidemment qu'on comprend la puissance de ce machin-là. Ouais. Mais c'est pas aussi viscéral pour nous.
Par contre, le côté sexe, évidemment, tout le monde en a envie, hein, ça pas de problème. Mais c'est quelque chose qu'on désire, à un niveau primal. Et le truc, c'est que, vu que nous, on est un peu plus indépendants, si en plus on a déjà la partie sexe, et qu'on est déjà dans la bonne situation, bah, on n'a pas besoin de beaucoup plus, en fait, pour être contenté, on va dire. On peut bosser sur nos projets à côté, on peut s'occuper de faire nos projets, de faire notre business, de faire ci, de faire ça, etc. Puis on a une femme avec qui on a quand même de l'affection assez régulièrement, et puis de l'intimité assez régulièrement. Et puis c'est cool. Sauf que les femmes, elles veulent plus que ça. Elles veulent une vraie connexion, elles veulent une vraie présence. Alors les hommes veulent ça aussi une fois qu'ils ont découvert. Mais au début, ils n'ont pas encore pigé à ce moment-là. C'est pas un besoin aussi fort. Ou ils en ont peur parce que les précédentes se sont mal terminées. Ça pourrait. Mais en général, mal terminé, c'est souvent une femme qui va essayer d'aller chercher le truc qu'elle n'a pas. Donc elle va essayer de prendre la relation et de s'agripper dessus et d'extirper la présence qu'elle veut de l'homme. En lui demandant de faire plein de trucs, en lui demandant d'être toujours là, de le mettre dans certaines cases, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc évidemment, en tant qu'homme, on a un désir de liberté, mais pas la liberté au sens où je fais tout et n'importe quoi et personne ne me dit rien. C'est pas vraiment ça. C'est plus qu'on peut se délecter de la liberté, du sentiment de liberté. Là où le féminin se délecte beaucoup plus du sentiment d'amour. Donc c'est ces deux curseurs qui sont juste placés un petit peu différemment. Donc si l'homme a déjà tout ce qu'il lui faut, il va pas s'engager plus. D'une certaine manière donc. L'homme va s'engager plus une fois qu'il a compris qu'il est attendu et qu'il apporte quelque chose qui lui est propre et que ça débloque certaines choses ensuite derrière. Et une fois que le processus se fait, il est déjà engagé dans la relation, etc. Et là, on peut par exemple rajouter le sexe dans le mix. Et là, on a tout. On a tout et ça s'est construit correctement. Mais quand ils ont directement le sexe tout de suite, ils ont plus ou moins obtenu ce qu'ils voulaient. Surtout qu'avec les réseaux aujourd'hui, ça donne l'opportunité de voir plusieurs femmes en même temps et d'avoir différentes saveurs, entre guillemets, plus ou moins en même temps. Et c'est accepté par la société. Donc si on en parle, genre je veux dire, là demain j'installe Tinder, je rencontre une femme, je lui dis mais je vois aussi d'autres personnes, machin, elle va pas être choquée. Ouais. Ça va la saouler, mais elle va pas être choquée. On devrait être plus choqué que ça, en réalité. Parce que ça peut pas mener une relation. Une relation correcte, c'est pas possible. On va avoir 3 morceaux de relation, et la personne, en fait, elle est juste là, de manière un peu égoïste, à tirer vers elle les trucs qu'elle a envie, et puis c'est tout, elle laisse les personnes là, et ça lui va. Donc si on veut que les hommes s'engagent, il faut quand même un petit peu arrêter de leur donner tout de suite les trucs un peu débilisants, j'ai envie de dire, dont ils ont envie, pour commencer d'abord à voir quelle est la personne en face, et si elle a vraiment envie de s'engager, parce qu'il y a des mecs, très vite, s'il se passe pas un truc au bout du 2e ou 3e rendez-vous, bah, ils vont dégager, et c'est parfait. C'est parfait parce que ça fait le tri. Mais vraiment. Ouais. Et c'est pareil de l'autre côté aussi maintenant pour moi qui ai atteint cette phase où en fait je me rends compte de la sacralité de ce que représente la sexualité, les relations intimes, etc. Et de me rendre compte que si je tombe sur une femme qui tout de suite veut y aller sans avoir cherché à savoir qui j'étais et que moi j'ai eu le temps de chercher qui elle était, ça commence à me poser problème aujourd'hui. Ouais, alors après, moi je mets en garde. Tu as aussi des personnes qui savent très bien attendre jusqu'à ce qu'elles aient ce qu'elles veulent, quelques rendez-vous, et puis après disparaître. Là, c'est les cas un peu plus compliqués, du coup, parce que il faut être très à l'écoute de ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, en fait, on ne peut pas totalement mentir, on va toujours se trahir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en posant certaines questions et en écoutant les réponses. Écoutez bien les meufs. Mais directement parler de projet, par exemple. Où est-ce que tu vas dans la vie ? C'est quoi ton idée sur la famille ? Ouais. Ça, c'est des questions qui sont un peu... Mais c'est chaud. C'est chaud, mais en réalité, ça en dit long. Ça en dit très très long. Ouais, mais tu te les poses pas... Enfin, comment dire ? Tu peux avoir envie d'une relation sérieuse pour tout ce que ça apporte, sans forcément savoir si... je vais pas être claire. Enfin, tu peux avoir envie de ça à terme, mais ne pas l'avoir envie pour tout de suite. Tu vois ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire que tu peux avoir des valeurs de famille ou de devenir parent un jour, etc. Mais tu sais pas encore quand ni comment ça va se matérialiser exactement, parce que la vie est faite de surprises aussi, et que bah, tu peux bifurquer en route sur des choix professionnels qui vont retarder les choses ou avancer les choses. Enfin, en fait... Alors, je vais juste mettre un petit quelque chose sur le terme famille. Parce qu'on m'a également déjà fait, pas la remarque, mais on m'a déjà dit « Ah, mais t'as dit famille, sauf que moi, je veux pas d'enfant. »
Ouais, c'est clair. Sauf qu'en fait, famille, ça veut pas dire qu'il y a forcément des enfants. Oui. La famille n'est Tu peux pas... avoir un chat, un chien et des poissons. Mais voilà, la famille, c'est pas forcément des enfants. C'est le sentiment qu'on a d'appartenir à quelque chose. À un groupe, enfin voilà. à un tout, un truc... Alors évidemment, les enfants étant le produit de deux personnes, eux, ils ont la filiation du sang. Donc c'est quelque chose qui est encore plus fort, normalement. Mais pour les parents, évidemment, ils n'ont pas la filiation du sang. Donc la famille, c'est ce qu'on décide d'en faire, en fait. C'est quand on décide d'intégrer la personne dans sa vie de manière... globale. De manière globale et décidée, vraiment. Le problème que je vois aujourd'hui, c'est cette espèce de culture du petit copain, petite copine, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, et c'est tout. Ouais, alors ça, on s'arrête là, c'est-à-dire on se fait du bien. Voilà, on est juste deux personnes qui se font du bien. On a des trucs en commun, on a des trucs moins en commun. Bon, voilà, on fait notre petite vie. Il n'y a plus de finalité. Ouais, non, mais je suis d'accord. Tu vois, on se faisait la remarque avec coucou, copine qui se reconnaîtra. On parlait elle me disait, mais c'est fou quand même, il y a des gens qui sont tout le temps en couple. On sait pas, c'est comme des paires de baskets. Ils trouvent toujours une paire de baskets qui correspond tout le temps. Et on se disait, on rigolait, mais nous, on doit avoir des pieds problématiques. Enfin, genre, parce que du coup, on cherche tellement à ce qu'il y ait une connexion, une complicité, etc., machin, que ça se trouve, c'est tellement rare qu'il y ait ce truc vraiment stimulant, tu vois, où tu sens que tu peux aller plus loin, où tu sens qu'il y a de la discussion, où tu sens qu'il y a un échange, où tu sens que ça peut être drôle et puis ça peut être sérieux, où tu sens qu'il y a quelque chose de... Ouais, qui te fait kiffer, qui te fait vibrer et tout. C'est tellement rare que tu te dis comment ça se fait que les gens arrivent à se contenter de paires de baskets que tout le monde a, et lambda, tu vois. Et donc, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est devenu trop facile à trouver. Les paires de baskets lambda ? Oui. Tout le monde se contente de tellement peu aujourd'hui, partout, que trouver des gens qui se contentent de rien, c'est facile. Bah, peut-être. Et c'est ça le problème, c'est que si on n'a plus de standard en tant que société, et qu'on peut juste trouver n'importe qui, juste parce que on a une connexion sur tel truc, ou sur 2, 3, 4, 5 sujets qui sont assez centraux dans ma vie, mais c'est tout, voilà, rien de plus que ça. Ou juste on a une alchimie sexuelle, voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. En fait, comme il n'y a pas de finalité, si ce n'est juste se faire du bien, que ce soit intellectuellement, mentalement, sexuellement, etc., on va s'arrêter là en fait. On s'arrête dès qu'on a rempli 2, 3 petites cases et il n'y a plus de standard. Donc si on a un but qui est déjà un petit peu plus grand, c'est-à-dire, moi mon but c'est de trouver quelqu'un à intégrer dans ma famille. Qu'on ait des enfants ou pas, c'est une autre question. Je ne veux pas avoir ce débat là aujourd'hui. Moi je sais que je veux des enfants. C'est un autre débat. Mais si le but c'est de rencontrer un ou une partenaire de vie, évidemment qu'il faut quand même des standards un peu plus élevés que juste, on discute super bien sur le sujet des poissons rouges et de je sais pas quoi, tu vois. Oui. Évidemment que c'est extrêmement important. Donc. Et ça demande d'apprendre à découvrir la personne. Ça demande de passer du temps avec la personne. Et si, en globalité, tout le monde se met à repasser du temps avant de se livrer plus sur le plan très intime, en tant que culture, ça va se réinstaurer et on va savoir qu'il va falloir commencer à se développer parce que toutes les personnes qui n'ont rien développé, mais qui, grâce aux applications, et grâce, par exemple, juste aux besoins de sexe, peuvent se permettre de se vendre et de se mettre sur le marché alors qu'elles n'ont rien à apporter. Rien du tout, elles se sont pas déterminées, elles savent pas qui elles sont, elles savent pas où elles vont. Elles ont juste un appart, un job et voilà, elles vivotent. Mais ça, c'est pas suffisant. Donc si on commence à juste prendre un peu le temps de découvrir qui est la personne en face, avant de se sauter dessus au premier truc, là, on va commencer à avoir un nouveau mouvement. Mais moi, je pense sincèrement, je suis sincèrement d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, c'est quand même difficile aujourd'hui de poser ce genre de questions rapides. Enfin, je trouve que c'est peut-être parce qu'on a intégré que c'était une question dangereuse, en fait. Définie dangereuse, c'est très intéressant. Définie dangereuse. C'est quoi les risques ? De faire peur. De faire peur. Ouais, de faire oh putain... Mais tu veux faire peur. C'est le but de faire peur. Tu fais un tri énorme, c'est sûr. Ah bah oui. Ouais. Là, on est à Paris. Ouais. Combien il y a de personnes à Paris ? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais pourtant, il y en a très peu qui sont, à mon avis... Et il y en a très peu, mais c'est normal, c'est fait exprès. À quel moment est-ce que dans la vie, tu es supposé être compatible avec 5 millions de personnes ? Oui. Pas du tout, absolument pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une minorité qui a cet éveil et qui a cette conscience. Mais il en suffit d'une. Oui, écoute, j'ai trouvé après, c'est un autre débat. Mais après, moi, pour revenir au ce sujet-là de la question, etc., de savoir repérer, nanani, nanana, t'as des mecs, je suis désolée, mais ils ont très bien compris ce mécanisme.
ils ont très très bien compris ce qu'il fallait dire et partager des souvenirs d'enfance ou la famille et machin, où tu te dis tiens, il a des valeurs, tiens, il est attaché à ces trucs-là, ou alors tu te... Et puis finalement, non. Enfin, ou finalement, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, c'est la peur, nani, nana. Enfin, donc même avec des valeurs familiales, même avec une éducation, on va dire assez, je sais pas si c'est pas élevé, mais c'est une certaine éducation à tout ce qui est parler des émotions, communiquer, tatati tatata. Même s'il a lu les livres de Mona Chollet ou que sais-je, et ben en fait pourtant tu te retrouves sur des gars qui flippent quand même. Oui, parce que je peux te parler toute ma vie, mais ça ne te dit rien sur mon engagement. C'est certes. Certes, c'est les actes qui... C'est les acts, mais surtout, c'est des questions qui ont trait au futur. Si tu ne parles pas du futur, tu ne peux pas savoir où est-ce qu'il va. Tu sais d'où est-ce qu'il est venu, mais tu ne sais pas où est-ce qu'il va. Donc oui, il peut te raconter toute sa vie qui sera tout à fait véridique. Donc il y a des hommes qui ont bien compris que les femmes adorent entendre raconter... qu'elles aiment voir de la vulnérabilité de la part des hommes. C'est-à-dire, on raconte qui on est, vraiment, on se livre, etc. Donc ça leur donne le sentiment d'être face à quelqu'un qui a compris un petit peu, qui est connecté un peu à son féminin notamment, etc. Ça fait du bien, on se sent un petit peu à la maison comme ça, mais ça dit pas où est-ce qu'il va. Donc pour savoir où est-ce qu'il va, il faut poser des questions sur son avenir, sur ses ambitions, sur comment est-ce qu'il voit l'engagement. Est-ce qu'il est en train de parler à 4 autres personnes en même temps ou pas ? Après, c'est encore une fois, c'est quoi toi la définition pour toi de l'engagement ? L'engagement, c'est véritablement une direction, et pas les autres. Ok. Donc, par exemple, si tu me rencontres, je vais te dire que je souhaite une famille. Ok. Je souhaite que ça arrive dans pas trop longtemps. Donc, je vais te poser même moi des questions sur... De l'autre côté, je vais te dire, mais du coup, toi, la famille, genre une grande famille, ça... C'est quoi ton cadre familial, etc. Donc là, tu vas savoir parce que je vais te mettre des questions en réponse, tu vois. Ouais. Je vais te renvoyer On va faire du ping-pong sur ce sujet-là et même moi, je vais être intéressé par ça. Parce que c'est ce que je veux apporter dans ma vie. Donc si toi, tu passes ton temps à me poser des questions, juste je te réponds en disant oui, moi dans ma vie j'ai vécu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, etc. Ensuite, toi, tu vas faire tes interprétations toute seule. Ouais. Mais lui, quelle question est-ce qu'il te pose ? Qu'est-ce qu'il veut savoir sur toi ? Ouais. Après, tu vois, je pense que ça fait peur aussi aux filles, l'engagement. T'en as énormément, parce que là, on parle beaucoup des hommes, et s'il y en a qui nous écoutent, je suis désolée, parce que bon, là, on vous matraque un peu, mais en fait, du côté des femmes, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont toxiques, ou pas éveillées, ou qui se sont adaptées finalement à un système qui semble mal tourné, mais elles se sont adaptées à ça parce qu'elles ont considéré que c'était la norme. Pour moi, même le mot engagement, c'est très flou. Après, je le comprends, du coup, comment tu le dis sur la direction. Ça me paraît du coup logique, défini comme ça, mais l'engagement au sens que beaucoup ont, c'est la signature du contrat ad vitam aeternam jusqu'au tombeau, tu vois. Alors que la vie, elle dure longtemps quand même maintenant. Je veux dire, t'as le temps qu'il y ait des bifurcations inopinées ou des changements de route, tu vois. Mais c'est tout le principe de l'engagement. C'est qu'il y a un moment donné, on est obligé de faire des choix. Et que choisir une personne, ça n'a rien de simple. Ça n'a rien de trivial. Et c'est une décision qui est grandiose et magnifique. Mais flippante, du coup. Mais ça, c'est surtout parce qu'on voit les relations comme une espèce de somme de qualité que ça nous apporte dans notre vie. Et donc, du coup, à un moment donné, on se dit, j'adore la glace à la vanille, mais peut-être que dans 20 ans, j'aimerais plus la glace à la vanille, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais si j'ai besoin de chocolat ? Donc là, on est dans un délire de comment je prends ? Comment est-ce que j'attire à moi ? Donc aujourd'hui, je veux de la glace à vanille, je demande de la glace à la vanille, on me la fournit, je suis très heureuse, ou très heureux. Mais demain, je sens que je vais avoir un besoin de chocolat. Mais c'est du moi-je tout le temps. Il n'y a pas de notion de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que la personne donne, et est-ce qu'on a envie de continuer à se donner ? Parce que quand on se donne quelque chose, ça nous emmène tous les deux vers le haut d'une manière qui est inatteignable seule. Et quand on a rencontré quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, cette personne devient unique à un niveau qui n'est pas possible. Et c'est une dynamique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain comme ça, genre au bout de 20 ans, le mec arrête de faire des efforts, on sait pas pourquoi. Bah non. Ça disparaît pas comme ça. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, tester l'âme de la personne qu'on a en face de soi, pendant un petit temps, c'est quand même important, pour savoir s'il y a cette dynamique-là et qu'elle est ancrée dans la personne. Que justement, comme tu dis, c'est pas une façade, juste le temps d'obtenir ce qu'on veut. Mais il faut tester, faut aller triturer un peu, faut poser des questions, faut donner, voir comment est-ce que c'est pris en retour.
Il faut voir comment il y a une gestion des erreurs qui sont faites, parce qu'on fait des erreurs. J'ai fait énormément d'erreurs, mais à chaque fois, j'ai prouvé que je pouvais revenir dessus, corriger et rétablir la confiance derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui doit arriver avant de pouvoir s'engager plus derrière. Il y a des jalons, voilà. Il y a des jalons à passer. Donc la question du futur, les valeurs, ouais, je pense, mais finalement, j'ai l'impression que toutes ces questions-là, c'est plus les femmes qui se les posent que les hommes. Enfin, c'est-à-dire l'incompréhension sur le manque de clarté ou la frustration que ce soit parfois des situations pas claires ou la frustration parfois des femmes qui se font ghoster du jour au lendemain. Alors ça, quelle horreur. Mais pourquoi, du coup, cette frustration-là ou cette incompréhension, on la ressent plutôt du côté des femmes. Enfin, c'est plutôt les femmes qui s'en plaignent et pas tant les hommes. Enfin, j'ai pas l'impression. Genre, alors, je mets un peu de nuance parce qu'en même temps, moi, je suis une fille, donc je suis plus en contact avec des femmes, on va dire. Donc voilà, et récemment, j'ai parlé avec plusieurs gars de ces sujets-là, et pour le coup, je pense que du coup, je parlais avec eux aussi parce qu'il y avait une certaine, comment dire, certains milieux sociaux, professionnels, etc. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, on avait la même vision des choses, et du coup, on discutait de ce sujet-là, et ils avaient les mêmes difficultés vis-à-vis des femmes, en fait. Bon. Mais du coup, d'une manière générale, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt une problématique rencontrée par les femmes que par les hommes. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on se rend plus compte de ce problème ? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes qui se retrouvent décontenancées alors que beaucoup d'hommes se contentent de situations déséquilibrées mais sans en souffrir ? Oh, ils en souffrent, mais ils s'en rendent pas forcément compte. On est beaucoup plus lent à réagir, en fait. Ça, c'est un des désavantages, on va dire, de l'élément masculin. C'est qu'il bouge moins vite. Et on est obligé de se lancer dans une direction, et on a pris une impulsion, on a pris une vitesse, et arrêter ce truc-là pour se retourner et faire « Ouh là, je suis pas du tout dans la bonne direction », et repartir de l'autre côté, c'est compliqué. En plus de ça, on dérive évidemment une satisfaction dans le fait de prendre des bonnes décisions et de se diriger dans un endroit. Et donc changer d'avis, c'est quelque chose qui est compliqué aussi pour nous. De se dire « j'ai fait une erreur, je dois revenir en arrière, et je dois corriger ça ». C'est pas facile pour l'ego masculin, ça, de se rendre compte de ça. Donc on se met dans des schémas où on a l'impression que ça va, et on va mettre beaucoup de temps à réaliser que ça va pas. En plus, beaucoup d'hommes sont juste déconnectés, en fait. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont très déconnectés. Ils se rendent pas vraiment compte. Donc j'ai littéralement des relations à moi qui se sont rendus compte 6 mois après qu'en fait, leur copine était déjà totalement saturée de ce qui se passait. Bon, alors, la question aussi, pourquoi est-ce qu'elle a attendu 6 mois avant de le dire ? Ou en tout cas de lui dire de manière vraiment sans équivoque, on va dire. Donc il y a quand même une histoire d'expressivité et de méthodologie d'expression, on va dire. Mais quand même, c'est pas normal de se rendre compte 6 mois après. En fait, les hommes me disent souvent cette phrase-là. Il y a cette phrase qui ressort, c'est « soudainement, le monde s'est écroulé ». Alors qu'en fait, les signes sont là depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, 3 ans. Ils ont pas voulu regarder, ils s'en sont pas vraiment rendus compte, ils ont fait « hop, on gère. On met ça de côté, c'est pas trop grave. » Et ça leur pète au nez à la fin, et c'est seulement vraiment longtemps après qu'ils font « ah merde, en fait, tout a changé d'un seul coup ». Donc c'est ça aussi, c'est que les hommes étant déconnectés, ils se rendent pas compte que le temps passe, que la vie est en train de se dérouler sous leurs yeux, parce que les messages que nous on a aussi de l'autre côté, ils sont pas beaucoup plus jolis, hein, globalement. C'est cette espèce de liberté à outrance là, qu'on voit chez les jeunes, etc. Le côté argent qu'il y a absolument partout. Le succès, il faut que tu bosses, il faut que tu travailles, il faut que tu... Voilà, qui a été beaucoup vendu aux femmes aussi, hein, qui se sont précipitées dans le monde du travail, qui est un monde éminemment masculin, malheureusement, et qui fait beaucoup de mal. Mais vraiment... C'est une espèce de... On se jette à corps perdu dans le truc et puis on oublie tout le reste, quoi. Ils sont déconnectés. Il y a beaucoup de gens déconnectés, et aussi parce qu'on est dans une société où, comme on le disait un petit peu, la connexion aux émotions fait peur, parce que c'est associé à de la fragilité, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est notre plus grande force en fait, nos émotions, c'est... Enfin, à partir du moment où on arrive à les ressentir et à... C'est associé au féminin, et le féminin a été... considéré comme faible. A été considéré comme faible. Parce que on a mis le masculin en exergue sur un piédestal, vraiment. En mode, ça, c'est le
le succès masculin, c'est le truc qu'il faut atteindre. Voilà. Et on a vendu ça aux femmes ensuite. On leur a dit, du coup, vous êtes faibles. Donc on a des femmes qui se forcent dans des rôles qui sont en train de faire le grand écart entre eux. Mais j'ai des émotions, elles sont supposées être puissantes et importantes. Mais quand même, il faut que je les mette de côté pour pouvoir aller faire les trucs de mec. Donc bosser dans les entreprises, faire ci, faire ça, faire machin. Et il y a cette espèce de grand écart là, qui est fait par les femmes, qui est complètement délirant et qui leur font du mal. Et en général, elles finissent par se réveiller aux alentours de la trentaine, 30-35 ans. C'est là où on voit le plus, en tout cas, de femmes qui se réveillent. Il y en a assez plus tard, mais voilà. Et c'est souvent en fait le moment où l'horloge biologique commence à faire tic-tac, tic-tac. Au fait, la famille, c'est très important. Parce que ton travail, tu l'auras pas quand tu seras vieux. Et par contre, ta famille, quand tu l'as pas quand t'es vieux, tu vas avoir du mal à la créer, en fait. Donc il y a une espèce de... Il y a une surpriorité qui est faite sur la carrière, c'est-à-dire que dès le départ, dès que t'es jeune, on te dit il te faut une carrière. Il faut que t'ailles loin, il faut que tu fasses des grandes études, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça. Homme comme femme, hein. C'est juste que le masculin comprend beaucoup mieux, il est beaucoup plus à l'aise dans ce côté un peu mission, dans ce côté, voilà, tu vas réaliser des trucs, ça nous parle bien. On n'a pas de problème avec ça, et dans tous les cas, le masculin sain pourvoit et construit. Donc dans tous les cas, c'est un petit peu dans son essence. C'est même beaucoup dans son essence. Pour le féminin, ça se fait de manière un petit peu différente. Donc voilà, là, il y a vraiment un problème de grand écart et de diabolisation du féminin comme étant un élément faible. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle de dominance et de soumission, aujourd'hui, ça fait péter un boulon tout le monde, parce que la soumission est associée à quelque chose d'extrêmement dangereux, comme de l'esclavagisme, en gros. La dominance a pris la même connotation que la domination, ce qui sont deux choses très différentes. Donc il y a vraiment une... Voilà. On a vraiment mis le modèle masculin, et le modèle masculin blessé en plus, hein, parce que c'est pas ça le modèle masculin sain, sur un piédestal, et on a dit à tout le monde, regardez, c'est ça qu'il faut faire. Du coup, est-ce que tu dirais que les déséquilibres des relations dans la société actuelle seraient peut-être liés aussi à une société profondément patriarcale ? Ah, le mot patriarcat. Il faudrait définir ce mot un peu mieux, parce que il veut dire des choses très différentes dans la tête des gens. Ouais. Par exemple, chez toi, ça veut dire quoi ? Pour moi, société patriarcale, c'est beaucoup de choses, effectivement. Ça serait une société construite sur des valeurs de pouvoir, d'accaparement, accaparement du pouvoir, avec une recherche d'argent, de succès, au détriment de personnes plus faibles, en l'occurrence les femmes. Avec une perpétuation de l'idée selon laquelle, alors idée ou en tout cas situation de fait que la femme gagne moins d'argent, que la femme est forcément celle qui a un congé parental beaucoup plus long puisque c'est elle qui doit s'occuper des enfants. Bon, on va dire sur le plan physique, il y a certaines logiques, il y a certaines choses logiques de récupération. Après, c'est très bizarre parce que tu vois, quand on parle de ce sujet du féminisme et tout, je me considère pas comme féministe parce que je me sens pas inférieure aux hommes. Pas du tout. Genre, j'ai jamais ressenti ce déséquilibre et tout. Je sais qu'au niveau sociétal, effectivement, il y a des inégalités qu'il faut continuer à combattre au niveau notamment des salaires, etc., ou de l'équilibre des pouvoirs, ou rien que de voir le nombre de femmes dans le gouvernement, etc. Mais en fait, ce sont aussi ces femmes-là qui... Beaucoup de femmes, en fait, ressentent cette infériorité, ou la vivent comme telle. Moi, personnellement, je la sens pas. Donc pour moi, je suis pas féministe, j'ai pas besoin de l'être, parce que de toute façon, je suis déjà égale à l'homme. Enfin, égale, c'est pas égal, on peut pas être égaux, parce que oui, il y a des différences physiques, même mentales, émotionnelles et tout, mais c'est juste qu'on est complémentaires. Pour moi. Et du coup, dans ma vision des choses, j'ai pas besoin d'être féministe parce que je me sens pas inférieure, quoi. Alors, t'as touché du doigt plusieurs choses. Mais c'est compliqué comme question. Bon, là, le dernier truc que t'as touché, c'est l'identification au combat. Le problème de l'identification au combat, c'est que une fois que tu t'es identifié en tant que combattant, c'est-à-dire les femmes sont opprimées, je combat pour les femmes, quand est-ce que ça s'arrête ? Bah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut atteindre ? Et là, c'est pas déterminé. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont tombées dans le piège de l'identification en tant que combattant et qui ont besoin de rester combattants pour continuer à garder cette identité-là. Et qui sont dans une forme de méfiance et de défiance vis-à-vis des hommes. Oui, parce qu'on peut pas accepter.
Oui, mais c'est tellement malheureux parce que du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont incapables aussi de s'ouvrir à des relations parce qu'elles sont tellement dans la défiance qu'elles, comment dire, qu'elles reflètent une espèce pas de hargne, mais tu vois, de tellement d'être sur la défensive et je peux comprendre parce que j'ai eu la chance de pas avoir vécu de choses, on va dire, comme d'autres femmes que je connais qui ont vécu des agressions, où tu finis probablement par avoir accumulé tellement de hargne et de déception et de trucs, enfin, ça devient difficile de se reconnecter à l'espoir et à la compassion et à la bienveillance et au fait que c'est ok, il a pas fait son chemin, je passe la mienne et je trouve quelqu'un d'autre de mieux, tu vois. Oui. Comme on a un système entier d'hommes qui sont déconnectés de leur masculinité saine, on n'arrive même plus à retrouver une sorte de phare dans la tempête, en fait. Et s'il n'y a plus de phare, on se trouve perdu au milieu de l'océan et en fait, on se fait juste blesser par du masculin blessé en permanence. On se fait agresser, on se sent plus en sécurité, en fait. Et c'est là où les hommes ont complètement échoué depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. C'est que en se retirant et en ne transmettant plus ce que c'est que de construire un masculin sain, on a laissé s'établir un sentiment d'insécurité et on a construit des hommes qui ne savent plus faire la différence. Et qui du coup produisent encore plus d'insécurité, juste par leur présence parfois. C'est des trucs que je dis dans mes posts, que je répète, et j'essaie de faire attention à ce message-là quand même, mais il faut qu'on l'entende aussi, c'est que quand on n'est pas compétent en tant qu'homme, on cause des dégâts sans faire gaffe. Les personnes, les hommes que j'ai rencontrés qui ont été... c'est même pas décevant en fait, il n'y a pas à être déçu, il y a juste... C'est comme ça, tu vois, peu Ils sont importe. juste pas au bout de leur potentiel et tu le sens.